Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h sur Monaco Info. Voici les grands titres qui seront développés dans ce journal. La première prise de contact entre le nouveau ministre d'État et le maire d'une ville qui a une communauté de destin avec la principauté. Didier Guillaume a été reçu aujourd'hui par Christian Estrosi à Nice. Nous verrons quels grands dossiers d'actualité ont été évoqués lors de cette entrevue. De l'Arctique à l'Antarctique, ces deux régions lointaines et isolées font l'objet de missions de recherche pour contribuer notamment à leur préservation. Une session de partage d'expériences était organisée aujourd'hui au Yacht Club. Reportage à suivre. La situation est toujours aussi préoccupante au Liban et plus particulièrement dans le sud du pays frontalier d'Israël. On parle de plus d'1 million de déplacés. L'association monégasque Mission Enfance lancera un appel d'urgence dans ce journal en faveur des enfants du Liban. Le 11 octobre coïncide avec la Journée internationale de la fille dont le thème cette année est la vision des filles pour l'avenir. La mairie s'est saisie de la question en organisant une exposition dédiée à la parole des enfants. Notre deuxième invité sera le comédien Michel Boujna. Il était hier soir sur la scène du théâtre Princesse Grace pour son spectacle Adieu les magnifiques. Un clin d'œil aux 3 personnages qui ont marqué son début de carrière et qu'il souhaitait interpréter une dernière fois sur les planches. Et puis n'oubliez pas, comme chaque vendredi, l'après-JT. Il sera consacré aujourd'hui au nouveau code de la gastronomie. Les échanges sont très réguliers et les sujets communs ne manquent pas. Monaco et Nice avancent main dans la main sur bien des dossiers. Et aujourd'hui, le ministre d'État, Didier Guillaume, vient d'effectuer sa première visite à l'extérieur de la principauté depuis sa prise de fonction début septembre. Il a rencontré ce matin le maire de Nice. Le reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Le ministre d'État a été accueilli devant la mairie de Nice par Christian Estrosi ce vendredi matin, en fanfare avec la garde municipale et la brigade équestre de la police. Les deux hommes se connaissent et se sont entretenus pendant plus d'1 heure en privé. Il s'agit de la première visite protocolaire de Didier Guillaume en dehors de Monaco depuis sa prise de fonction. Une rencontre à l'initiative du ministre d'État. La principauté est voisine de la métropole et de Nice. Nous sommes interdépendants. C'est la plus grande ville de France qui est la plus proche voisine. C'est une visite très protocolaire. Nous nous connaissons, M. Estrosi l'a dit, mais nous avons un certain nombre de sujets à aborder. Nous les avons abordés et dans les semaines qui viennent, nous serons amenés sûrement à en reparler. Mais c'était pour moi quelque chose de très important. Je suis là depuis un peu plus d'1 mois et je voulais absolument venir officiellement, protocolairement, saluer le maire président de la métropole. Didier Guillaume est un ami avec lequel nous avons eu l'occasion de travailler, moi dans mes fonctions d'élu territorial et lui le ministre du gouvernement français, et une grande expérience partagée de parlementaire aussi, et d'action gouvernementale, et de tout temps nous avons veillé à ce qu'il y ait des relations de travail extrêmement constructives entre la principauté et la métropole de Nice-Côte d'Azur, où nous avons des intérêts économiques, sociaux, scientifiques, partagés. Lors de cette rencontre protocolaire, plusieurs thèmes ont été abordés, tels que la mobilité, l'environnement et plus précisément la préparation de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui se déroulera à Nice du 9 au 13 juin prochain. Le Yacht Club de Monaco accueillait en fin de matinée aujourd'hui la 2e édition de The Antarctica and Arctica Expeditions Reports, un événement axé sur le changement climatique qui met en lumière le travail de Monaco et de l'Italie, notamment dans les océans. Le reportage sur place de Frédéric Elion et Camille Caloni. Monaco et l'Italie collaborent ensemble depuis des années sur le changement climatique avec des travaux axés sur les océans, notamment dans les 2 pôles. Un partenariat renforcé vendredi avec la signature au Yacht Club de Monaco d'un mémorandum d'entente entre l'Institut hydrographique de la marine italienne et la Fondation Prince Albert II de Monaco. Je le rappelle à chaque fois, mais il faut quand même le dire, le prince de Monaco est toujours le seul chef d'État en exercice à s'être rendu en expédition sur les 2 pôles. Et lorsque l'on connaît l'impact du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la montée des eaux, de la fonte des glaces dans ces régions, et le rôle et l'impact que ça a sur le reste du monde, on peut s'en inquiéter que ce soit le seul chef d'État aujourd'hui. Donc
Si vous voulez, l'annonce que l'on a effectuée aujourd'hui, donc de cet accord entre l'Institut hydrographique de la Marine italienne et la Fondation Albert II, va dans le sens du renforcement de l'éducation, notamment auprès des jeunes étudiants de niveau doctorat, pour leur faire toucher du doigt la réalité dans les régions polaires. Grâce au soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, 2 étudiants ont pu participer cet été à une expédition en Arctique sur le navire Alliance. Ils sont venus partager leur expérience ce vendredi. It was amazing. I mean, it was always a dream for me to be in the Arctic Ocean. We've been there for like a little bit over 3 weeks. I worked a lot with the seafloor mapping and multi-beam echo sounding. So we were trying to really get an accurate map of the Arctic Ocean. It's really hard for PhD and master students to go in an expedition, in a scientific research expedition, and we had the opportunity to go to the Arctic. That's really far. It's really a hard place to go to, and I don't know, now with climate change, the Arctic and polar amplification are getting the Arctic really warm. Like it's really warming up faster than the other parts of the world of mid-latitudes, and we had the opportunity to go on with a small boat closer to the ice and to do some samplings. Cette 2e édition de The Arctica and Antarctica Expedition Report s'est poursuivie avec une table ronde en présence de professeurs de renommée internationale. L'an prochain, l'événement pourrait se tenir sur 2 jours. Nous recevions il y a quelques jours le consul du Liban à Monaco pour évoquer la situation de guerre à laquelle doit faire face son pays. Il n'y a pas eu d'accalmie depuis et le sud du Liban reste sous la menace d'offensives terrestres de la part d'Israël. Le nombre de déplacés ne cesse d'augmenter et l'association monégasque Mission Enfance lance aujourd'hui un appel d'urgence en faveur de l'enfance libanaise. Sa directrice est avec nous ce soir. Bonsoir Domitille Lagourgue. Bonsoir Patricia. Vous lancez donc cet appel, sur quels besoins immédiats porte-t-il? Alors les besoins immédiats, ce sont les populations déplacées qui ont quitté leur ville d'origine, souvent ou du sud Liban ou de la plaine de la Bekaa, et ont été réfugiés, déplacés dans des familles d'accueil. Les chiffres sont toujours parlants, je vous interromps, pardon Domitille, mais c'est vrai que le nombre de déplacés est d'ores et déjà impressionnant. Hein. C'est-à-dire qu'on est presque à 1,5 million aujourd'hui de personnes déplacées sur l'entièreté du Liban, sur une population de 4 millions d'habitants. Donc c'est plus d'un quart de la population qui est aujourd'hui déplacée. Les habitats sont complètement détruits ou abandonnés et pillés. Ces populations sont donc réfugiées plutôt dans Beyrouth, dans les faubourgs de Beyrouth. Dans la plaine de la Bekaa, il y a des villages en face, des villages qui ont été très touchés par les bombardements et qui accueillent ces familles. Un peu partout, chacun fait preuve de solidarité. Une famille aujourd'hui nourrit 20 personnes à peu près en moyenne, qui a tout perdu, qui sont... Et les besoins donc immédiats sont matériels, mais comment l'aide que vous allez leur apporter peut-elle se traduire? Alors nous préférons recevoir des dons financiers que nous envoyons ensuite par la banque. Et sur place, ils sont convertis, ces dons, en bons alimentaires. Donc avec 200 €, nous savons que nous pouvons nourrir une famille, enfin une maison occupée par 20 personnes pendant un peu plus d'1 mois, et leur donner aussi du mazout, parce que certains se trouvent sur le plateau de la Bekaa, qui est un plateau où il fait déjà très froid la nuit. Comment aujourd'hui parvenez-vous à maintenir le contact avec vos interlocuteurs privilégiés sur place et vos relais? Alors tant qu'il y a de l'électricité sur place, ce qu'on craint parfois, parce qu'il y a parfois des petits poteaux électriques qui sautent. Tant qu'il y a du réseau, nous, encore ce matin, j'étais en liaison avec notre coordinateur Charles, qui est sur place. Et donc nous discutons avec l'ensemble des centres, parce qu'en fait, cette aide que nous distribuons, ces bons alimentaires, donc sont donnés à des personnes qui sont dans un environnement proche de plusieurs relais partenaires de Mission Enfance sur le terrain,
Donc parce qu'en plus les routes sont souvent très abîmées, bombardées. Donc en fait les gens n'ont plus tellement la possibilité de franchir toutes ces routes pour aller aux quatre coins du Liban. Donc l'aide que nous distribuons en lien donc avec ces partenaires, elle se fait dans leur environnement proche. Et puis il y a des listes qui sont faites de toutes ces personnes qui viennent d'arriver. Par exemple, à Deir El Armar, un village dans lequel nous travaillons depuis très très longtemps, qui est sur le plateau de la Bekaa, dans ce centre que nous avons construit, Mission Enfance, avec d'ailleurs les fonds du gouvernement de Monaco. Donc dans ce centre, il y a aujourd'hui dans le village 9000 personnes. Nous étions à 5000 personnes la semaine dernière et aujourd'hui il y a 9000 personnes. Donc en fait ces informations nous parviennent régulièrement, presque heure par heure, sur l'évolution des mouvements de ces déplacés. Donc nous suivons ça en permanence tant qu'on a le téléphone ou le Zoom pour nous retrouver. Est-ce que cette nouvelle urgence en faveur du Liban risque peut-être de court-circuiter ou tout du moins d'empiéter un peu sur les efforts déjà que vous portez sur les autres projets que vous menez sur place ? C'est-à-dire que là, en fait, à travers tous ces centres que nous avons créés au Liban, justement, c'est bien aussi la justification de ces centres qui servaient auparavant de centres de formation pédagogique, de centres d'accueil, mais ces centres aujourd'hui se convertissent en centres de soutien d'urgence à toutes ces populations. Donc ça a un impact bien évidemment parce que les écoles sont fermées, toutes les écoles qui sont aujourd'hui occupées par les déplacés sont fermées, toutes les écoles publiques. Les écoles privées fonctionnent à moitié ou à tiers-temps. Et donc ça, c'est sûr que ça a un impact sur l'éducation des enfants parce que ensuite, une fois... Et je l'espère du fond du cœur que ces événements se seront interrompus et que les gens pourront retrouver une certaine normalité. Ils n'auront de toute façon plus de maison. Donc ils vont devoir rester un certain temps dans tous ces centres et peut-être dans ces familles d'accueil. Et là, il va falloir éduquer ces enfants. Donc c'est tout un travail auquel nous pensons déjà aujourd'hui. Demain, comment éduquer ou en tout cas apporter une formation pédagogique à ces enfants parce qu'ils vont mettre peut-être 2 ans à retrouver une école. Et ça n'est pas tenable ni souhaitable pour ces enfants et pour le Liban. D'où l'importance dès à présent donc, de répondre à cet appel que vous lancez aujourd'hui, Mission Enfance, en faveur du Liban. Merci Domitilla Gourgue d'avoir été notre invitée pour lancer sur notre antenne cet appel. Merci. Merci de vous faire le relais de cet appel. Merci. Et pour aider Mission Enfance au-delà de cette aide d'urgence, vous pouvez d'ores et déjà le noter. L'association organisera une grande braderie d'hiver les 21 et 22 novembre pour les jouets, la déco et les livres, et les 25, 26 et 27 novembre pour les vêtements. Une autre braderie d'ailleurs se tient demain au chapiteau de Fontvieille. Il s'agit de celle de la Croix-Rouge monégasque. Nous évoquions avec Domitilla Gourgue la jeunesse libanaise qui doit faire face à ce conflit et ses répercussions parce que la parole des enfants mérite d'être entendue et partagée. La mairie de Monaco vient de recevoir plusieurs représentants d'institutions et d'associations monégasques pour leur faire découvrir une exposition éphémère dédiée à la parole des enfants et ce dans le cadre de la Journée internationale de la fille qui est célébrée aujourd'hui. Un événement marquant, illustrant l'importance de donner la voix à ceux qui représentent l'avenir. Voyez ce reportage de Paula Semoa et Camille Caloni. Le foot et le rugby, c'est une question de force. C'est pas vrai, je joue au foot et je fais du judo. Les filles me battent à la course. Moi, je suis un garçon et je fais de la danse. Paroles d'enfants. Sur ces tableaux aux couleurs du drapeau monégasque, filles comme garçons se délivrent et partagent leurs pensées sur l'égalité filles-garçons. Après avoir attendu tout l'été, l'exposition est enfin dévoilée et c'est Monsieur le maire Georges Marsan qui l'a inaugurée avec un message fort. Les années passent, même si les choses changent peu à peu, au moins dans notre société, nous devons rester attentifs et vigilants pour que chaque petite fille puisse avoir la chance d'espérer accomplir pleinement ses rêves et ses ambitions. Parmi les élus et représentants institutionnels se trouve Vibeke Thomsen qui découvre pour la première fois ces 7 panneaux.
Engagée dans la lutte pour l'égalité entre les sexes avec son association Chican Hican, Vibeke est captivée. Je pense qu'ils sont très intéressants, surtout de voir des réponses d'enfants si jeunes. Ce qui m'intéresse le plus, c'est quand on leur demande de citer des exemples de garçons ou de filles qui ont accompli des grandes choses. Ils n'ont pas de mal pour citer des exemples de garçons, mais c'est beaucoup plus dur pour citer des exemples de filles. Ce qui est assez intéressant parce que ça montre l'importance aussi du programme scolaire, de ce qu'on enseigne et surtout de mettre la lumière sur les femmes dans l'histoire. Ces témoignages viennent d'enfants âgés entre 6 à 12 ans du mini-club du Larvoto. Le projet a été réalisé pendant l'été et ce sont Chloé Boscali-Leclerc et Céline Cotta-Lorda qui sont à l'origine de l'initiative. On a posé 5 questions où ils ont pu débattre entre eux. Nous, on n'était pas du tout dans leur discussion pour leur permettre justement de nous livrer leurs pensées et qu'on puisse voir un petit peu où on en est d'un point de vue de cet âge-là, où en était leur réflexion sur ces problématiques-là. Parce qu'en mairie, le conseil communal est convaincu que c'est important d'écouter les jeunes et pour pouvoir ensuite éventuellement proposer d'autres éléments qui permettraient de venir soutenir cette action en faveur des droits des filles. Les enfants ont encore beaucoup de schémas préconçus, beaucoup de stéréotypes. On voit sur les panneaux qu'il y a les garçons parlent beaucoup de foot, ou certains pensent que les mamans doivent rester à la maison pour faire la cuisine. Donc on voit qu'il y a encore du travail, mais il y a aussi une lueur d'espoir parce qu'il y a à l'inverse des petites filles qui vont revendiquer pouvoir faire du foot ou qui vont s'élever contre certains schémas. Et c'est vraiment quelque chose de très enrichissant aussi pour nous donner un peu des perspectives sur encore le chemin qui reste à parcourir. L'exposition éphémère est ouverte au public et restera dans les locaux de la mairie jusqu'à ce soir. Dans l'agenda des prochains jours, à noter ce rendez-vous. Les rencontres philosophiques vont reprendre leur conversation mensuelle autour de grandes questions propices à la réflexion et aux échanges. Jeudi 17 octobre, place à cette interrogation. C'était mieux avant ? Avec des philosophes et des psychanalystes, et ce sera à 19h. L'exposition d'atelier aux ateliers se poursuit à la salle du quai Antoine Ier. Une découverte des coulisses du travail de grands artistes à travers les photographies prises par Michel Sima. Aujourd'hui, ce sont des élèves de l'école de la Condamine qui s'y sont rendus, mais elle est ouverte au public jusqu'au 24 novembre. Il s'est fait connaître à la fin des années 70 et au début des années 80 à travers des personnages attachants de juifs tunisiens qui faisaient écho à sa propre famille. Michel Boujna revient aux sources actuellement en enchaînant les dates avec son spectacle intitulé Adieu les magnifiques. Il était hier soir au Théâtre Princesse Grace. Avec l'humour qu'on lui connaît, il met une dernière fois en lumière ces 3 personnages fétiches et il partage avec nous cette joie que lui procure la scène. Bonsoir Michel Boujna. Bonsoir Patricia. Vous avez l'habitude de faire rire les gens, mais là vous allez faire de la peine à certains. C'est vraiment un adieu les magnifiques et pas un au revoir plutôt à ces personnages si attachants. Il n'y aura pas de rendez-vous dans 20 ans. Ah bah, dans 20 ans, vous êtes folle. Vous savez l'âge que j'ai. Je vais rentrer en fauteuil roulant. Non. Peut-être ils apparaîtront dans un autre spectacle, mais ils feront juste une apparition de 2 secondes. Il faut savoir dire au revoir. Il faut savoir s'arrêter au bon moment quand on joue des personnages comme ça depuis si longtemps. Et puis moi, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Je vais jouer au théâtre, je vais rejouer un Molière. Je vais jouer la prochaine pièce d'Ivan Kalberak. Par contre, je vais essayer de les rendre immortels, vraiment, puisque je vais faire un film qui est tiré des Magnifiques, quoi, qui va s'appeler Les Magnifiques. Parce que Maxo, je ne peux pas supporter. Parce que Maxo, Julot et Guigui, vous les aviez donc quittés au début des années 80 pour mieux les retrouver en 2004 et aujourd'hui en 2024. Alors vous l'avez dit, vous avez envie de faire 1000 choses entre-temps, mais cela restera quand même votre spectacle fondateur. Oui, absolument. C'est très important. On a tous, beaucoup d'artistes ont quelque chose qui les a, construits, formés. Vous voyez, Albert Cohen, par exemple, son premier roman qui est Solal, non pas le livre de ma mère, mais Solal, c'est dans Solal qu'il y a toute son œuvre. Donc, on est tous, je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, dans mon cas, c'est sûr que ça a été, et ça sera pour toujours très important dans ma vie. Voilà. Je les aime beaucoup.
Et nous aussi, on les aime beaucoup. Est-ce que cela induit de la nostalgie ou c'est juste très humain de voir que vos 3 personnages fétiches n'ont finalement pas tant évolué que cela ou que les problématiques ou le contexte n'a pas tant changé que cela? Le monde a changé autour d'eux, mais eux n'ont pas changé. C'est tout le problème. Et en même temps, non, c'est pas nostalgique. C'est... écoutez, on ne peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient. Et ça, c'est valable pour tout le monde. D'où qu'on vienne. Qui que ce soit, si vous oubliez d'où vous venez, vous mourrez un peu. C'est comme un arbre qui perd ses racines. Alors les branches, elles se flétrissent. Vous comprenez? Notre histoire, chacun d'entre nous, elle est fondamentale. Même si le passé n'est pas glorieux, ou pas magnifique, ou pas extraordinaire, c'est notre histoire, à chacun d'entre nous. Vous êtes de retour aujourd'hui en Principauté, mais vous venez aussi presque en voisin. C'est un lieu où vous vous sentez bien, Monaco? Mais bien sûr, je suis pas loin, moi. Je suis juste à côté, je suis à Saint-Paul-de-Vence. Et oui, et puis de toute façon, je reviens en avril ou en mars pour les Sérénissimes du Rire. Donc, vous avez 3 mois pour vous préparer à notre rencontre. Adieu donc les magnifiques, mais cela ne veut pas dire que vous allez tout arrêter, Michel Boujna. Quels sont vos projets immédiats? Bon, il y a toujours Ramatuelle aussi, rassurez-nous. Oui, il y a le Festival Ramatuelle. Je tourne l'adaptation pour France 2 c'est une série tirée du bouquin de Grimaldi, de la jeune femme Grimaldi. Virginie Grimaldi, oui. Ouais, Virginie Grimaldi. On fait une série qui c'est très passionnant. Je finirai ça à la fin du mois d'octobre. Après le 13, je crois que c'est le 13 novembre, il y a le film de Claude Lelouch qui sort. Ça s'appelle Finalement. Et je joue dans ce film avec Cadmerade et Elsa Zilberstein. J'adore Claude Lelouch. C'est mon 2e film avec lui. Je suis très très content de tourner avec lui. Et puis après, je vais répéter la pièce d'Ivan Calberac qui s'appelle Je reste pas longtemps sur l'histoire d'un père et de sa fille. Et puis quand j'aurai fait tout ça, je jouerai Georges Dandin de Molière au théâtre pas loin d'ici, puisque ça sera au théâtre d'Antibes avec Daniel Benoît. Comme quand on avait fait l'Avare. Et après, j'irai en vacances. Et vous passerez par les Sérénissimes de l'humour. Mais oui, Michel... et j'irai à la pêche. Une dernière question, Michel Boujna. Oui, on vous entend, on a le sourire aux lèvres. Vous avez toujours eu un capital sympathie très important auprès du public. Il n'y a pas de plus belle récompense pour un artiste? À partir du moment où vous faites ce que vous aimez, que vous dites ce que vous avez envie de dire et que vous avez envie de le partager et que ce partage existe, oui, c'est magnifique, c'est bouleversant. C'est horrible parce qu'il y a hélas dans l'histoire des artistes qui faisaient pas ce qu'ils aimaient. Ils ont fait des choses qu'ils pensaient que ça allait marcher. Et même quand ça a marché, ils étaient malheureux. Ils étaient malheureux parce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas ouvert leur cœur. Le plus important, c'est pas de plaire, c'est de donner, de le partager et que les gens l'aiment. Mais on ne le sait pas à l'avance. Vous comprenez la différence? Je vous écris pas un poème pour vous épater, je vous écris un poème parce que je vous aime. Et je rêve que vous l'aimiez, Patricia, ce poème. C'est ça l'histoire. C'est une magnifique conclusion. Merci Michel Boujna, le magnifique, d'avoir été notre invité à l'occasion de votre venue à Monaco pour dire adieu au magnifique. Et merci Patricia. D'une scène à l'autre, le Théâtre des Muses propose en cette fin de semaine une pièce qui s'appelle Radical, une comédie légère sur la masculinité. Et c'est un reportage de Fabien Bonilla et Camille Caloni. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Maxi Tuyau. Paul, bonjour. Bonjour. Alors Paul, vous venez de vous faire opérer de la prostate. Oui, absolument. Je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Bravo Paul. Une comédie légère sur un thème qui ne l'est pas. Paul, 52 ans, a subi une ablation de la prostate suite à un cancer. Cette pièce allie humour et délicatesse sur la masculinité, la maladie et le couple. L'idée de départ vient tout simplement de l'expérience vécue par le metteur en scène David Friesman. D'un côté, on a un drame pour quelqu'un, et puis en face, on a quelqu'un qui prend ça comme
quelque chose de son quotidien. Donc forcément, il y a un décalage et l'humour vient du décalage. Et puis aussi, ça permet aussi de dédramatiser, donc de partir dans un discours plus facilement audible pour le spectateur. Du coup, ça touche tout le monde et donc c'est assez simple finalement. Vous savez, quand c'est bien écrit, c'est déjà plus facile à jouer. Et le public reçoit le message d'autant plus fort parce qu'il passe un bon moment. 3 acteurs pour plusieurs rôles, le patient, le corps médical et originalité. L'annonce de la maladie, l'opération et ses conséquences sont racontées avec humour par la prostate elle-même, jouée par Marie Lecam. Et en effet, jouer le rôle d'une prostate, c'est pas tous les jours que je crois que ça sera la dernière fois que je jouerai ça. Non, mais c'est une prostate humaine. C'est une prostate maligne, et voilà, elle explique, c'est elle qui est la maîtresse de cérémonie, en fait, qui explique toute l'histoire de la guérison de Paul, et le chemin de la guérison de Paul, et ça vient de la prostate. Donc voilà, c'est elle qui raconte l'histoire de Paul. Radical est l'histoire touchante d'une vie bouleversée, certes, mais d'une vie qui continue. C'est à découvrir au Théâtre des Muses du 10 au 13 octobre. C'est de saison le retour de l'Oktoberfest. Jusqu'à demain samedi, le marché de la Condamine propose une ambiance festive entre plats traditionnels et musique avec l'orchestre Tyrolfest. Attention, il est nécessaire de réserver. Est-ce que cette soirée demain, samedi, échappera aux gouttes? Nous avons eu une belle accalmie aujourd'hui après des jours bien gris. À quoi peut-on s'attendre demain, Frédéric Hélion? Le temps va se dégrader progressivement samedi, Patricia, avec des éclaircies le matin, puis le ciel va bien se couvrir dans l'après-midi et quelques gouttes pourraient même tomber dans la soirée. Les températures seront comprises entre 15 et 20 degrés samedi 12 octobre. Ce sera à la Saint-Wilfried. Merci Frédéric. Nous allons refermer ce journal avec les photos de fin d'édition. Elles ont été prises aujourd'hui par Stéphane Dana lors de la visite protocolaire du ministre d'État Didier Guillaume à Nice auprès du maire de la ville, Christian Estrosi. Et puis je vous invite à rester avec nous pour découvrir dans un court instant l'après-JT. Ce magazine est consacré au nouveau code de la gastronomie et il est signé Delphine de Bonneau. À demain, 19h pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous.